Chapitre 32. L'hypnotisme. Et Belzébuth reprit. Ainsi donc, lors de mon 6e et dernier séjour personnel sur la surface de la planète Terre, je décidai de m'y fixer pour une plus longue durée et de devenir un de leurs médecins professionnels. Et je devins en effet un médecin. Mais pas comme la plupart d'entre eux, je choisis d'être ce qu'ils appellent un médecin hypnotiseur. Je voulus être un de ces médecins professionnels, d'abord parce que ces derniers siècles, ils sont les seuls à avoir accès, dans toutes les classes ou castes dont je t'ai parlé, et que d'autre part, inspirant confiance et jouissant d'une grande autorité, ils disposent les êtres ordinaires à la sincérité, ce qui leur permet de pénétrer dans leur monde intérieur, comme on dit là-bas. Je choisis encore cette profession parce qu'elle m'offrait la possibilité non seulement de réaliser mon but, mais d'apporter un soulagement médical à certains de ces malheureux. Et vraiment, mon enfant, le besoin de tels médecins se fait de plus en plus sentir ces derniers temps, sur tous les continents et chez tous les êtres, à quelque classe qu'ils appartiennent. Je dois dire que j'avais déjà beaucoup d'expérience dans cette spécialité, ayant dû recourir plus d'une fois aux procédés employés là-bas par ce genre de médecins, du temps où j'éclaircissais chez tes favoris, pris individuellement, certaines finesses de leur psychisme. Sache qu'auparavant, tes favoris, pas plus que les autres êtres tricérébraux de l'univers entier, n'avaient la propriété psychique particulière qui permet de les mettre dans ce qu'on appelle l'état hypnotique. Cette propriété leur est devenue inhérente par suite de certaines combinaisons qui s'effectuent dans leur psychisme en raison de la disharmonie du fonctionnement de leur présence générale. Cette étrange propriété psychique apparut peu après le désastre de l'Atlantide et se fixa définitivement dans la présence de chacun d'eux, à partir du moment où leur zoostata, c'est-à-dire le fonctionnement de leur conscient éthrique, se fut divisé, pour former progressivement deux conscients distincts, n'ayant entre eux rien de commun, qu'ils nommèrent le premier simplement le conscient, et le second, quand ils l'eurent enfin remarqué, le subconscient. Si tu t'efforces de te bien représenter et de transmuer dans les parties correspondantes de ta présence générale tout ce que je m'apprête à t'expliquer, tu pourras alors comprendre presque la moitié des raisons pour lesquelles le psychisme de tes favoris, ces êtres tricérébraux peuplant la planète Terre, a fini par devenir d'une rareté si singulière. Cette particularité psychique de tomber dans l'état hypnotique n'est inhérente, comme je viens de te le dire, qu'aux êtres tricérébraux de ta planète. Aussi, peut-on dire que s'il n'existait pas, nulle part dans notre grand univers, il n'y aurait la moindre notion éthrique de ce qu'est l'hypnotisme. Avant de continuer à t'expliquer tout cela, je dois souligner que si, pendant les 20 derniers siècles, le processus presque entier de l'existence de veille ordinaire de la plupart des êtres tricérébraux qui t'intéressent, et surtout des contemporains, s'est écoulé sous l'influence de cette propriété, ce qu'ils nomment, eux, état hypnotique, c'est seulement l'état pendant lequel le processus dû à cette propriété singulière s'effectue en eux de manière accélérée et donne des résultats concentrés. Les résultats incohérents qu'entraîne dans le processus ordinaire de leur existence cette propriété récemment fixée en eux n'attirent pas leur attention ou, comme ils l'auraient dit eux-mêmes, ne leur sautent point aux yeux. Parce que, d'une part, faute d'un perfectionnement de soi normal, ils n'ont aucune largeur de vue, et que, d'autre part, en tant qu'êtres dont l'apparition et l'existence sont soumises au principe hitoklatnot, il leur est devenu propre d'oublier au plus vite tout ce qu'ils perçoivent. Mais lorsque les résultats de cette particularité sont obtenus par concentration accélérée, toute manifestation incohérente, chez eux-mêmes comme chez les autres, est alors à ce point réelle qu'elle devient nettement évidente et par conséquent inévitablement perceptible, même pour leur courteau de raison. Et même si quelques-uns remarquent par hasard, dans leur propre manifestation ou dans celle d'autrui, quelque chose d'illogique, faute de connaître la loi de type, ils attribuent cela aux particularités de caractère de chacun. Ce furent les êtres savants de la ville de Gob, au pays de Maralplessis, qui constatèrent les premiers cette anormale propriété de leur psychisme. Ils créèrent même à ce propos une branche de leur science, fort importante et très détaillée, qui se propagea par toute la planète sous le nom de « science des manifestations irresponsables de la personnalité ». Mais par la suite, dès que leur processus régulier de destruction réciproque eurent repris, cette solide branche de leur science, qui était encore relativement normale, fut peu à peu négligée, comme toutes leurs bonnes acquisitions, et finit par disparaître complètement elle aussi.
Et c'est seulement de nombreux siècles plus tard que cette science donna des signes de renaissance. Par malheur, la plupart des êtres savants du temps étaient déjà des savants de nouvelle formation, et ils malmenèrent si fort cette renaissance que la pauvre, avant même d'avoir pu se développer, tomba bien vite au dépotoir. Cela se fit de la manière suivante. Un modeste être savant de là-bas, du nom de Mesmer, originaire du pays nommé Bavière, et qui ne ressemblait en rien à ses contemporains, remarqua par hasard, au cours d'une de ses expériences, la dualité évidente du conscient chez les êtres ses semblables. Et cela l'impressionna si fort qu'il se consacra entièrement à la question. À force d'observer et d'étudier, il parvint presque à la résoudre. Mais lorsqu'il voulut tenter des expériences pratiques en vue d'élucider certains détails, il vit aussitôt se dresser contre lui une particularité propre à ces êtres savants de nouvelle formation. Cette particularité des êtres savants terrestres de nouvelle formation se nomme déchiqueté à mort. Comme cet honnête être savant bavarois avait entrepris ses recherches expérimentales autrement que ne s'étaient mécanisés à le faire tous les savants de nouvelle formation de la Terre, il fut, comme il convient, méticuleusement déchiqueté. Et cette opération de déchiquetage fut si bien conduite que, depuis près de 2 siècles, les savants de la Terre la poursuivent par inertie de génération en génération. Par exemple, tous les livres qui traitent actuellement là-bas de la question de l'hypnotisme, et il y en a des milliers, commencent toujours par dire que ce Mesmer n'était ni plus ni moins qu'une canaille pur sang et un charlatan d'envergure, mais que nos honnêtes et grands savants avaient eu tôt fait de le dépister et l'avaient empêché de causer de grands malheurs. Plus les savants actuels de cette originale planète sont eux-mêmes des idiots au carré, plus ils critiquent Mesmer et plus ils racontent ou écrivent sur lui des absurdités de toutes sortes, destinées à le rabaisser. Et pourtant l'honnête et modeste savant de leur planète qu'ils critiquent ainsi est celui qui aurait régénéré, si on ne l'avait pas déchiqueté, la seule science qui leur soit nécessaire, et la seule qui aurait pu, peut-être, les sauver des conséquences des propriétés de l'organe Kunda Buffer. Il n'est pas sans intérêt de remarquer à ce propos que, juste avant de quitter pour toujours cette planète, je vis se répéter exactement ce qui s'était passé avec Mesmer. Il s'agissait cette fois d'un honnête et modeste être savant, appartenant à la communauté de France, qui, par ses travaux assidus et conscients, avait trouvé le moyen de guérir la terrible maladie qui s'était répandue pendant les derniers temps sur toute la planète. Cette terrible maladie porte là-bas le nom de cancer. Comme ce Français avait lui aussi entrepris des expériences pratiques de façon non conforme à l'usage, afin d'élucider en détail sa découverte, d'autres savants contemporains manifestèrent à leur tour envers lui cette même particularité, celle de déchiqueter à mort. En ta présence, mon enfant, commencent peut-être à se cristalliser des données capables de susciter, comme dans tous les cas de ce genre, une impulsion éthrique de conviction inébranlable au sujet de ce fait que, par la seule faute de ces êtres savants de nouvelle formation, chez lesquels s'est définitivement implantée cette particularité de toujours déchiqueter son collègue quand il s'écarte de ce qui a été fixé par les anormales conditions d'existence éthrique ordinaire établies là-bas, jamais plus, dans la présence des êtres tricérébraux de ton infortunée planète, ne s'effectue l'Antkuano sacré, sur lequel comptait entre autres le très saint Ashiata Sheyimash. C'est au cours de mes investigations sur la très sainte activité d'Ashiata Sheyimash que je pris par hasard connaissance de cet espoir tourné vers l'essence. Peut-être ne sais-tu pas encore, mon enfant, en quoi consiste précisément le processus cosmique de l'Antkuano sacré. On nomme Antkuano sacré le processus de perfectionnement en raison objective qui s'effectue de lui-même chez les êtres tricentriques par le seul cours du temps. Ordinairement, ce perfectionnement en raison objective ne s'obtient sur toutes les planètes de notre grand univers peuplé d'êtres tricérébraux que par un travail personnel conscient et des souffrances volontaires. Cet Antkuano sacré ne peut s'effectuer que sur les seules planètes où les vérités cosmiques sont toutes connues de tous les êtres. Et toutes les vérités cosmiques sont connues de tous sur ces planètes parce que sur chacune d'elles, les êtres qui sont arrivés par leurs efforts conscients à connaître certaines vérités en font part aux autres, de sorte que, peu à peu, toutes les vérités cosmiques viennent à être connues de tous les êtres de la planète, quelles que soient leurs aspirations et leur degré de perfectionnement. Dans ce processus cosmique sacré, intentionnellement réalisé chez les êtres tricérébraux de ces planètes par notre tout prévoyant Père éternel commun,
il a été prévu que, pendant le déroulement du processus de la loi cosmique sacrée et fondamentale de Triamasi-Kamno, dans leur présence, le surcroît de troisième force sainte, c'est-à-dire de sainte conciliation, obtenu lors de l'assimilation de vérités cosmiques de cet ordre, cristalliserait de lui-même en eux les données voulues pour engendrer ce quelque chose que l'on nomme volonté égo-aïtouracienne étrique. Ainsi donc, mon enfant, cette propriété de tomber dans l'état hypnotique, nouvellement fixé dans la présence générale de tes favoris, consiste en ce que le fonctionnement de leurs oostata, ou comme ils l'auraient dit eux-mêmes, de leur partie spirituelle, passe sous la dépendance de ce fonctionnement de leur tout intégral qui s'effectue chez eux dans leur état de passivité absolue, c'est-à-dire pendant leur sommeil. Et, pendant cette sorte de sommeil, tout le fonctionnement de leur corps planétaire reste tel qu'il lui est devenu propre d'être à l'état de veille. Si tu veux mieux te représenter et mieux comprendre les résultats que suscite cette étonnante propriété psychique, il te faut connaître avant tout deux faits qui se réalisent dans la présence générale de tes favoris. L'un de ces faits apparaît dans leur présence générale de par la loi cosmique existant sous le nom de loi d'adaptabilité de la nature. L'autre provient encore une fois des conditions anormales d'existence éthrique ordinaire qu'ils ont établies eux-mêmes. Voici le premier. À partir du moment où se constitua en eux, par la faute de leur existence anormale, un zoostata bisystémaire, c'est-à-dire deux conscients indépendants, la grande nature s'y adapta peu à peu, si bien qu'en définitive, à partir d'un certain âge, il s'effectue en eux deux rythmes différents d'inkliatsa nikshana, ou, comme ils l'auraient dit eux-mêmes, deux sortes distinctes de circulation du sang. À partir de cet âge-là, chacun de ces inkliatsa nikshama, deux rythmes différents, ou chacune de ces circulations du sang, commence à provoquer en eux le fonctionnement de l'un de leurs deux conscients, et vice-versa. Le fonctionnement intense d'un conscient provoque en eux la circulation du sang qui lui correspond. La différence de ces deux sortes indépendantes de circulation du sang dans leur présence générale tient à ce qu'on appelle la circulation tempodavlak-chernienne, ou, selon l'expression employée par leur médecine, à la différence de plénitude des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que dans les conditions de l'état de veille, le centre de gravité de la pression sanguine en leur présence se trouve dans une partie du système général des vaisseaux sanguins, tandis que, dans les conditions de l'état passif, il se trouve dans une autre partie de ces vaisseaux. Le second fait, provenant des conditions anormales d'existence éthrique de tes favoris, est le suivant. Dès l'apparition de leurs descendants, ils s'efforcent intentionnellement, pour les adapter aux conditions anormales qui les entourent, de fixer en leur localisation logique nestérienne, par tous les moyens possibles, le plus grand nombre d'impressions provenant exclusivement des perceptions artificielles dues aux résultats de leur anormale existence. Et cette action funeste qu'ils ont sur leurs descendants, ils la nomment éducation. L'ensemble de toutes ces perceptions artificielles s'isole alors peu à peu dans la présence générale de ceux qu'ils éduquent et acquiert son fonctionnement indépendant, qui n'est lié au fonctionnement de leur corps planétaire que dans la mesure où il est indispensable à sa manifestation automatique. Et c'est cet ensemble de perceptions artificielles qu'ils prennent maintenant, par naïveté, pour leur véritable conscient. Quant aux données sacrées déposées en eux par la grande nature pour le vrai conscient éthrique, qu'ils devraient eux aussi posséder dès le début de leur préparation à une existence responsable, avec les propriétés qui lui sont inhérentes et qui engendrent les véritables impulsions éthriques sacrées nommées foi, amour, espérance et conscience morale objective, elles s'isolent à leur tour peu à peu et, livrées à elles-mêmes, évoluent indépendamment des intentions des êtres responsables qui les entourent, comme de celles de leurs porteurs, qui les prennent pour ce qu'ils appellent le subconscient. Par la seule faute de cette action qu'ils exercent sur leurs descendants, action funeste du point de vue objectif, mais bénéfique selon leur naïve compréhension subjective, toutes les données sacrées déposées en eux par la grande nature, pour constituer le vrai conscient éthrique, s'isolent dès le début et restent pendant toute leur existence dans un état presque primitif. Et toutes les impressions inévitablement perçues par les 6 skernalix-nioniques éthriques, ou, d'après leur terminologie, par les 6 organes d'essence, destinés dans leur présence à la perception spécifique de tout objet extérieur et qu'ils estiment soit dit en passant n'être que 5, se localisent et, acquérant leur fonctionnement indépendant, prennent peu à peu la prépondérance dans leur présence générale tout entière.
bien que cette localisation d'impression accidentellement perçue soit en eux et qu'ils en ressentent l'action, elle ne prend part à aucun fonctionnement, quel qu'il soit, inhérent à leur corps planétaire, non plus qu'à l'acquisition de la raison objective dans leur présence. Toutes ces impressions, intentionnellement ou accidentellement perçues, à partir desquelles se constitue cette localisation, qui n'aurait dû servir en eux que de matériaux pour la logique confrontative du vrai conscient éthrique qu'ils devraient posséder, donnent des effets accidentels qui leur semblent aujourd'hui, dans leur naïveté, de simples réflexes de ce qu'ils appellent leur instinct animal, qu'ils regardent d'ailleurs comme insignifiant. Par le seul fait que tes favoris, les contemporains surtout, ignorent complètement et ne soupçonnent même pas la nécessité d'appliquer ne serait-ce que leur fameuse éducation à ce subconscient de leurs descendants et font toujours en sorte que chaque être de la jeune génération ne perçoive que des impressions de source anormalement artificielles, lorsque l'un de ces êtres atteint l'âge responsable, tous ces jugements éthriques et toutes les déductions qu'il en tire sont donc purement subjectifs. Et ces jugements et déductions n'ont aucun rapport ni avec les véritables impulsions éthriques surgissant en lui, ni avec les phénomènes cosmiques généraux qu'il est propre à la raison de tout être tricérébral de ressentir, et au moyen desquels s'établit un lien entre tous les êtres tricérébraux de notre grand univers, afin qu'ils contribuent ensemble à la réalisation du fonctionnement cosmique général en vue duquel existe tout ce qui existe dans l'univers. Pour avoir une meilleure compréhension de cet état psychique particulier, si funeste à tes favoris, tu dois savoir que de nos jours encore, ils viennent au monde avec des données de toutes sortes pour l'acquisition d'une vraie raison éthrique et que leur présence ne comporte à leur apparition aucune des implantations logiques nesterniennes qui, plus tard, serviront de base à la localisation de leur faux conscient et à son fonctionnement distinct. Ce n'est que plus tard, en effet, lorsqu'ils commencent à se développer et se préparent à devenir des êtres responsables, soit par eux-mêmes, soit sous la direction intentionnelle de ce qu'on appelle leurs parents ou leurs maîtres, c'est-à-dire des êtres responsables ayant pris sur eux de préparer ces êtres à une existence responsable, qu'ils ne perçoivent plus et ne fixent plus que les impressions qui constitueront par la suite des données pour des impulsions correspondant aux conditions environnantes anormalement établies. Et dès lors, ce conscient artificiel se forme graduellement en eux pour finir par prédominer dans leur présence générale. Quant à l'ensemble des données spiritualisées, localisées dans leur présence en vue des véritables conscients éthriques, qu'ils nomment, eux, le subconscient, comme elles ne possèdent ni n'acquièrent aucune implantation logique nestérienne, leur permettant de confronter et de critiquer, et comme elles n'ont dès le début que la possibilité de susciter les impulsions éthriques sacrées, appelées foi, amour, espérance et conscience morale objective, elles croient toujours, aiment toujours et espèrent toujours, quel que soit l'objet de leur nouvelle perception. Or, mon enfant, quand on parvient, en modifiant le rythme de leur circulation du sang, à suspendre temporairement l'action de la localisation de leur faux conscient devenu le souverain maître de leur présence générale, ce qui permet aux données sacrées de leur vrai conscient de fusionner librement pendant leur état de veille avec l'ensemble du fonctionnement de leur corps planétaire, si l'on favorise alors de la manière voulue la cristallisation de données susceptibles de faire surgir en cette localisation une idée contraire à ce qui y est fixé, et que l'on dirige l'action provoquée par cette idée sur la partie désharmonisée de leur corps planétaire, on peut susciter dans cette partie une modification accélérée de la circulation du sang. Pendant la période de la civilisation tikliamouchienne, lorsque les êtres savants du pays de Maral-Plessis constatèrent pour la première fois cette possibilité de combinaison de leur psychisme général et qu'ils cherchèrent à se mettre les uns les autres à volonté dans cet état spécial, ils comprirent et trouvèrent bientôt la manière de l'obtenir à l'aide de ce qu'on appelle le Gambletzoin éthrique, c'est-à-dire cette substance cosmique dont les êtres tricérébraux de la civilisation contemporaine ont été bien près de comprendre l'essence et qu'ils ont nommé le magnétisme animal. Attendu que pour comprendre ce fait, et peut-être aussi les explications qui suivront, il te faut savoir en détail ce qu'est le Gambletzoin, je trouve nécessaire, avant de poursuivre, de te renseigner tout de suite sur cette substance éthrique. Le Gambletzoin n'est autre chose que le sang du corps kesdjan de l'être, et de même que l'ensemble de substances cosmiques appelées sang sert à la nourriture et au renouvellement du corps planétaire de l'être, de même le Gambletzoin sert à la nourriture et au perfectionnement du corps kesdjan. Tu dois savoir qu'en général, la qualité de composition du sang, dans la présence générale de tes favoris,
comme chez tous les êtres tricérébraux, dépend du nombre de corps éthriques déjà complètement formés en eux. Dans la présence des êtres tricérébraux, le sang peut être composé de substances provenant de la transformation de 3 sources cosmiques de réalisation distinctes et indépendantes. Les substances de la partie du sang éthrique, destinée par la nature à servir le corps planétaire d'un être, proviennent de la transformation des substances de la planète sur laquelle se constitue et existe cet être. Mais les substances destinées à servir le corps Kesdjan de l'être, et dont l'ensemble porte le nom de Gambletzoin, s'obtiennent par la transformation des éléments d'autres planètes et du soleil même du système qui est le lieu d'apparition et d'existence de cet être tricérébral. Enfin, la partie de leur sang éthrique nommée presque partout Aïsakladon sacré, et qui sert à la partie la plus haute de l'être nommée âme, se constitue, elle, à partir des émanations de notre très saint soleil absolu. Les substances nécessaires à la formation du sang du corps planétaire des êtres pénètrent en eux par la première nourriture éthrique ou, comme le disent tes favoris, par les aliments. Les substances nécessaires au revêtement et au perfectionnement du corps éthrique supérieur Kesdjan pénètrent dans leur présence générale avec l'air qu'ils absorbent par ce qu'ils appellent la respiration et par certains pores de leur peau. Quant aux substances cosmiques sacrées nécessaires au revêtement du corps éthrique suprême, partie éthrique sacrée qu'ils nomment, comme je te l'ai déjà dit, leur âme, elles ne peuvent chez eux comme chez nous être absorbées, transformées et revêtues de manière voulue qu'au moyen du seul processus appelé contemplation Aïsiritu Racienne, qui se réalise dans leur présence générale avec la participation consciente de leurs 3 parties spiritualisées indépendantes. Tu comprendras seulement plus tard tout ce qui concerne les substances cosmiques dont se revêtent et se perfectionnent les 3 corps éthriques indépendants dans la présence générale de certains de tes favoris, lorsque je t'aurai expliqué, comme je te l'ai déjà promis, les lois cosmiques fondamentales de la création du monde et de l'existence du monde. Cependant, pour mieux mettre en lumière notre thème, il nous est dès maintenant nécessaire d'aborder cette question et d'expliquer comment s'est modifiée en eux la forme de réalisation de la seconde nourriture éthrique qu'ils absorbent automatiquement. Au début, après la destruction de l'organe Kunda Buffer, lorsqu'ils avaient, comme tous les autres êtres tricérébraux de notre grand univers, une existence fulastinamnienne, cette seconde nourriture éthrique se transformait chez eux normalement, et tous les principaux éléments qui la composent, dont les uns sont issus de transformations qui s'opèrent sur leur propre planète, et les autres sur d'autres concentrations de leur système solaire, d'où ils affluent dans leur atmosphère, étaient assimilés par leur présence générale dans la mesure correspondant aux données déterminées déjà présentes en eux. Quant à ceux des éléments composants de cette nourriture qui ne pouvaient être utilisés par chacun de ces êtres, une partie de leur excédent passait automatiquement, comme chez nous, en la possession d'êtres émérites de leur entourage. Mais plus tard, lorsque la plupart d'entre eux se furent mis à exister de manière indigne d'êtres tricérébraux, la grande nature fut contrainte de changer leur existence fulastinamnienne en existence conforme au principe Itokladnots. Dès lors, les cristallisations déterminées, prévues par la grande nature, qui constituent la partie la plus importante de la seconde nourriture éthrique, et qui, après avoir été absorbées par les êtres, se transforment en substance pour le revêtement et le perfectionnement de leur corps éthrique supérieur Kesdjan, cessèrent peu à peu, chez la plupart d'entre eux, du fait d'une existence éthrique anormale, d'être absorbés, soit consciemment, soit automatiquement, aux fins prévues. Et comme ces substances transformées sur d'autres concentrations cosmiques n'en continuaient pas moins à affluer dans l'atmosphère de leur planète, il apparut, parmi tes malheureux favoris, pendant les derniers siècles, une nouvelle maladie dont l'action leur est manifestement nocive. En effet, n'étant point utilisées aux fins auxquelles elles sont destinées, ces cristallisations cosmiques déterminées au cours des déplacements qui s'effectuent dans l'atmosphère se concentrent en certaines de ces couches et pénètrent en chacun de tes favoris conformément aux conditions extérieures environnantes et à l'état intérieur de sa présence générale, état qui dépend d'ailleurs lui-même en premier lieu de la forme de ses relations avec les autres. Or, pénétrant précisément en eux comme en des appareils naturels de transmutation des substances cosmiques en vue du très grand trogo auto-égocrate cosmique général et n'y trouvant pas de substrat correspondant aux exigences du processus de Jarklom, ces cristallisations,
au cours des évolutions ou involutions ultérieures que nécessite leur transformation en de nouvelles cristallisations propres à cette planète, et avant même que cette transformation soit achevée, exerce sur les corps planétaires, sous l'effet de divers autres facteurs accidentels, l'action qui caractérise cette maladie spécifique récemment surgie là-bas. Tes favoris ont donné à cette maladie dont je viens de définir la cause spécifique des noms qui ont varié selon les époques et les diverses parties de la surface de leur planète. Aujourd'hui encore, ils la nomment de différentes façons et élucubrent des explications sur son origine. Parmi les multiples noms donnés à cette maladie, les plus répandus sont actuellement ceux de grippe, influenza, grippe espagnole, dengue et autres. Quant aux éléments de la seconde sorte de nourriture éthrique, dont l'absorption s'effectue encore aujourd'hui chez ces êtres, les substances qui les constituent ne servent plus depuis qu'ils ont perdu la possibilité d'exister selon le principe foulastinamien qu'à favoriser, par certains de leurs composants, la transformation de la première nourriture éthrique et le rejet hors du corps planétaire de certains éléments déjà utilisés. Revenons maintenant, mon enfant, à cette propriété psychique particulière de tes favoris et à la manière dont je l'ai mis à profit pour mes activités personnelles parmi eux, en qualité de médecin spécialiste. L'hypnotisme, cette branche de leur science, comme ils aiment à le dire, qui n'a fait son apparition et n'est devenue officielle que tout récemment, est pourtant devenu l'un des sérieux facteurs qui obscurcissent toujours davantage le psychisme de la plupart d'entre eux, déjà bien assez obscurcis sans cela, et achèvent de dérégler le fonctionnement de leur corps planétaire. Une fois devenu un de ces professionnels terrestres qu'on nomme médecin hypnotiseur, je m'intéressais à cette science officielle, si bien que plus tard, lorsque je me livrais à mes investigations habituelles au sujet de diverses questions importantes, telles que les résultats de l'activité du très saint Achiata Sheyimash, et que je rencontrais par hasard quelques points concernant cette branche de leur science, j'éclairais par là même ma raison sur ce malencontreux problème. Les causes qui ont provoqué automatiquement, comme toujours d'ailleurs aujourd'hui, la renaissance de cette science consistent en deux faits des plus originaux, et même, comme il le dirait, des plus piquants, et il ne serait pas sans intérêt, à mon avis, de te donner quelques détails sur cette renaissance. Les savants contemporains affirment que le promoteur de cette science fut un certain professeur anglais du nom de Brad, et que celui qui la développa fut le médecin français Charcot. En réalité, il en alla tout autrement. Les investigations détaillées auxquelles je me livrais sur cette question m'apprirent que le premier, Brad, présentait des symptômes évidents de propriété asnamoussienne et le second, Charcot, les typiques particularités d'un fils à papa. Et des types terrestres de ce genre n'auraient jamais pu découvrir quelque chose d'absolument neuf. En fait, les choses se passèrent de la façon suivante. Un certain abbé italien, du nom de Pedrini, exerçait les fonctions de confesseur dans un couvent de nonnes. Cet abbé voyait souvent à confesse une nonne du nom d'Euphrosine. Le bruit courait que cette nonne tombait souvent dans un état très singulier, et qu'une fois dans cet état, elle se livrait à des manifestations qui paraissaient étranges à son entourage. À confesse, elle se plaignit à l'abbé Pedrini de se sentir à certains moments possédée du diable. Ce que lui raconta cette nonne, de même que tous les bruits qui couraient sur elle, intéressèrent vivement l'abbé Pedrini, qui désira constater la chose par lui-même. Un jour, pendant la confession, il chercha par tous les moyens à éveiller la sincérité de la nonne et réussit entre autres à apprendre que cet enfant du cloître avait un amant, qui lui avait fait cadeau de son portrait dans un très beau cadre, et que, pendant les périodes de loisirs entre ses prières, elle se laissait aller à contempler l'image de son bien-aimé. Et c'était précisément pendant ces périodes de loisirs qu'elle se sentait, comme elle le disait, possédée du diable. Ce récit, fait en toute franchise par la nonne, excita encore l'intérêt de l'abbé Pedrini, qui résolut de découvrir coûte que coûte la raison de ce fait. Il pria donc la nonne Euphrosine de lui apporter sans faute, la fois suivante, le portrait de son bien-aimé dans son cadre. Et la fois suivante, à confesse, la nonne vint avec le portrait. Celui-ci n'avait par lui-même rien d'extraordinaire, mais le cadre était une pure merveille, tout incrusté de nacre et de pierres de couleur. Or, tandis que l'abbé et la nonne examinaient tous deux le portrait et son cadre, l'abbé s'aperçut tout à coup que la nonne était en proie à quelque chose de singulier. Elle avait tout d'abord pâli, était restée quelques instants comme pétrifiée,
puis avaient eu soudain des manifestations rappelant dans tous leurs détails celles auxquelles se livrent les nouveaux mariés pendant ce qu'on appelle leur nuit de noces. Après avoir vu cela, l'abbé Pedrini se sentait encore plus enflammé du désir de s'expliquer les causes de cette manifestation surprenante. Quant à la nonne, 2 heures après les premiers symptômes de cet état singulier, elle revenait à elle comme si de rien n'était, ne sachant rien et ne se rappelant rien de ce qui s'était passé. L'abbé Pedrini n'était pas en mesure de déchiffrer à lui seul ce phénomène. Il alla donc s'adresser à l'un de ses amis, à un certain docteur Bambini. Lorsque l'abbé Pedrini eut exposé la chose en détail au docteur Bambini, celui-ci s'y intéressa vivement à son tour, et ils se mirent tous deux au travail pour élucider la question. Ils tentèrent tout d'abord diverses expériences de vérification sur la nonne Euphrosine, et remarquèrent au bout de plusieurs séances, comme on dit là-bas, que la nonne tombait toujours dans cet état singulier lorsque son regard s'arrêtait un peu longuement sur l'une des brillantes pierres de couleur qui ornaient le cadre, celle que l'on appelle turquoise de Perse. Poursuivant leurs recherches, ils expérimentèrent cette turquoise de Perse sur d'autres personnes et ne tardèrent pas à se convaincre catégoriquement que presque tous les êtres tricérébraux, sans distinction de sexe, s'ils regardaient un peu longuement une certaine sorte d'objet brillant et chatoyant, tombaient bientôt dans un état pareil à celui de leur premier sujet. De plus, ils remarquèrent que les manifestations propres à cet état prenaient des formes différentes chez chacun et dépendaient des émotions éthriques prédominantes que le sujet avait éprouvées auparavant, ainsi que de l'objet brillant avec lequel s'était par hasard établi un lien au moment de ces émotions. Or, mon enfant, dès que la nouvelle des observations, déductions et expériences de ces 2 êtres originaires de la communauté d'Italie se fut propagée parmi les savants contemporains de nouvelles formations, ces derniers se mirent à chercher midi à 14 heures à ce propos. Et lorsqu'ils apprirent enfin par hasard, comme il en va toujours chez eux, que dans cet état il était possible de changer instantanément les impressions anciennes en nouvelles, certains d'entre eux utilisèrent cette propriété psychique particulière inhérente aux hommes à des fins médicales. Ils nomment depuis lors ce mode de guérison traitement hypnotique, et les êtres qui appliquent ce mode de guérison des médecins hypnotiseurs. Mais la question de savoir ce qu'est cet état et pourquoi les hommes y tombent est restée sans solution jusqu'à ce jour. Depuis lors, ont surgi là-bas, par centaines, des théories de toutes sortes qui ont encore cours aujourd'hui. D'autre part, des milliers d'épais volumes ont été consacrés à cette question, obscurcissant encore davantage la raison, déjà bien assez obscure sans cela, des êtres tricentriques ordinaires de cette infortunée planète. Cette branche de leur science leur fut peut-être encore plus néfaste que les inventions fantastiques des anciens pêcheurs helléniques et des êtres actuels de la communauté d'Allemagne. Grâce à elle, le psychisme des êtres ordinaires de cette infortunée planète s'enrichit tout au plus de quelques nouvelles formes de calcali éthriques, c'est-à-dire de tendances essentielles, qui prirent la forme d'enseignements précis, existant là-bas sous les noms d'anoclinisme, darwinisme, anthroposophisme, théosophisme et bien d'autres dont les noms se terminent tous en isme, lesquels entraînèrent la disparition définitive des 2 données de leur présence qui leur permettaient d'être tant soit peu tels qu'il convient à des êtres tricentriques. Ces données essentielles, qu'ils possédaient encore récemment, engendraient en eux les impulsions éthriques qu'ils nomment sentiments patriarcales et sentiments religieux. Cette branche de leur science contemporaine fut cause non seulement de l'apparition en leur présence générale de nouveaux calcalis funestes, mais encore pour nombre d'entre eux, du dérèglement de leur psychisme dont le fonctionnement était bien assez anormal sans cela, et qui, depuis longtemps déjà, souffraient, pour le plus grand malheur, d'une disharmonie allant jusqu'à la cacophonie alnocornienne. Tu t'en rendras parfaitement compte si je te dis qu'à l'époque où j'existais sur un continent nommé Europe, pratiquant de nouveau là-bas la médecine en qualité de médecin hypnotiseur, près de la moitié de mes patients devaient leurs maux à l'intense propagation de cette science funeste. En effet, quantité d'êtres ordinaires de là-bas qui avaient lu les théories fantastiques de toutes sortes, écrites sur ce sujet par ces savants de nouvelles formations, s'entichèrent de leur fantasmagorie et essayèrent de se mettre les uns les autres dans cet état hypnotique jusqu'à ce qu'ils en soient réduits à devenir mes clients. Voulaient suggérer leurs désirs égoïstes ainsi que des enfants de parents insensés,
des hommes sous la coupe ou, comme on dit là-bas, sous la pantoufle de leur maîtresse, et ainsi de suite. Et tout cela parce que ces savants de malheur de nouvelle formation s'étaient mis à élucubrer des théories asnamoussiennes au sujet de ce triste état. Aucune des théories existant actuellement sur la question de l'hypnotisme ne répond si peu que ce soit à la réalité. Par exemple, les derniers temps de mon séjour sur cette infortunée planète commençait à s'épanouir un nouveau moyen funeste d'exercer sur le psychisme des êtres de là-bas la même action qu'avait naguère et qu'a encore aujourd'hui cette branche de leur science nommée hypnotisme. Ce nouveau moyen est appelé psychanalyse. Tu dois absolument savoir, mon enfant, que lorsque les êtres de la civilisation ticlamouichienne eurent constaté pour la première fois cette singulière propriété psychique, et compris qu'elle permettait la destruction de certaines propriétés particulièrement indignes d'eux, ils considérèrent le processus consistant à provoquer cet état chez un autre comme un processus sacré et l'accomplirent exclusivement dans leur temple en présence de tous les fidèles assemblés. Par contre, tes favoris actuels, eux, ne ressentent plus en leur présence la moindre impulsion éthrique de contrition devant cette propriété, et non seulement ils n'en considèrent point comme sacrée la manifestation concentrée lorsqu'elle est provoquée à dessein en cas de nécessité, mais ils s'en servent eux-mêmes comme moyen pour chatouiller certaines conséquences définitivement fixées en eux des propriétés de l'organe cundabuffaire. Par exemple, même lorsqu'ils se rassemblent pour célébrer quelque rite patriarcal, comme un mariage, un baptême, un anniversaire, etc., un de leurs plus grands amusements est d'essayer de se mettre les uns les autres dans cet état. Par bonheur, ils ne connaissent, et ne connaîtront d'ailleurs, espérons-le, jamais, aucun autre moyen que celui que découvrirent pour la première fois ces êtres de la communauté d'Italie, l'abbé Pedrini et le docteur Bambini, et qui consiste à fixer un objet brillant, dont l'éclat permet effectivement de faire tomber certains d'entre eux, comme je te l'ai déjà dit, dans cet état de manifestation concentrée.